BFM Business, spécial sommet BFM Patrimoine. La 3e édition du sommet BFM Patrimoine qui se tient cette année au Carrousel du Louvre à Paris. Ce sera le 25 novembre, le rendez-vous des acteurs de la gestion de patrimoine. Et aujourd'hui, on accueille Hakim Souanev. Bonjour Hakim. Bonjour Étienne. Directeur du développement de Erasmus Gestion. En quelques mots, on peut revenir sur qui est Erasmus Gestion ? Oui, bien sûr, on commence à nous connaître, mais Erasmus Gestion, c'est aujourd'hui 18 collaborateurs. Donc on est une société de gestion d'actifs qui est assise sur 2 activités, la gestion collective avec une expertise historique sur les small et mid cap de la zone euro, et la gestion privée avec cette volonté, comme vous savez, de démocratiser la gestion sur mesure sur le marché, donc auprès des investisseurs. La particularité d'Erasmus, c'est qu'on est une société totalement indépendante, dont le capital est détenu par l'ensemble des collaborateurs. Et aux côtés des 2 fondateurs, les salariés détiennent aujourd'hui 25% du capital. On a vraiment cette volonté de rester indépendant et de faire participer de plus en plus les salariés au capital de la société. Et enfin, une autre particularité, qui s'est beaucoup accentuée sur l'année 2021, c'est l'importance que nous apportons aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans notre gestion action. Et je suis heureux de pouvoir vous dire aujourd'hui que nos 3 fonds actions ont été ont obtenu le label national ISR. Investissement socialement responsable, on le rappelle. Exactement. Alors, ça a été un très gros travail qui a été accompli et je les en remercie par notre équipe de gestion et notamment notre équipe d'analystes, car pour pouvoir obtenir ce label, il faut pouvoir mettre en avant donc la prise en compte de ces critères ESG au sein de la gestion. Pour prendre en compte ces critères ESG, on a un besoin de notation de toutes les sociétés qui composent notre univers d'investissement. C'est très compliqué quand on est positionné sur les small et mid cap. Alors pourquoi ? Parce que ces critères de notation sont très variés et très nombreux, et les petites sociétés communiquent assez peu sur ces données. Il existe bien sûr des fournisseurs de données, on les connaît tous, mais malheureusement ces fournisseurs ne couvrent pas suffisamment cette classe d'actifs small cap. Donc on n'avait pas 36 solutions, il y en avait une seule. On devait être en mesure de noter nous-mêmes un certain nombre de sociétés, et c'est pas moins de 170 sociétés qui ont été notées par notre équipe d'analystes, donc qui est composée de 4 personnes. C'est ce qui fait la force d'Erasmus sur cette partie small cap. Donc après avoir noté ces 170 sociétés, on a pu donc candidater à ce label ISR qu'on a obtenu donc tout récemment. Et ça change quoi en termes de gestion ? Aujourd'hui, il y a une demande qui est grandissante des épargnants pour donner du sens à son épargne, savoir dans quoi on met son argent. Est-ce que vous avez des exemples de thématiques, de valeurs, d'engagement pour pouvoir répondre à ce label ISR ? Alors bien sûr, tout va dépendre des critères que nous allons mettre en avant, mais sur la partie environnementale, ça va être un biais peut-être un petit peu plus fort dans le secteur des énergies renouvelables. On a été durant toute l'année 2020 très exposé à ce secteur. On en est sorti sur la fin d'année. Après, ça peut être donc sur des critères de gouvernance avec cette notion de parité homme-femme dans les conseils d'administration. Ça fait partie des critères de notation que nous mettons en avant. Mais encore une fois, il faut pouvoir avoir cette information et donc cette nécessité d'avoir nos analystes pour aller récolter ces informations et pousser les entreprises, les petites entreprises que nous avons en portefeuille à avancer de façon positive sur ces sujets. Donc il y a vraiment ce rôle de la part de la gestion, donc gérant et analyste, de communiquer et de faire avancer les choses auprès des sociétés que nous suivons. Et comment ça se calcule ? Comment on peut voir ça dans une petite et moyenne entreprise, dans les small cap, comme vous dites, parce qu'elles ne sont pas forcément suivies, et puis on ne peut pas mettre les mêmes critères pour un grand groupe du CAC 40 que pour une petite entreprise. Exactement. Alors, et c'est d'ailleurs très très frustrant parce que souvent on se rend compte que les petites sociétés sont parfois plus vertueuses que leurs grandes sœurs. Mais pour cela, il faut pouvoir communiquer avec elles, et c'est la raison pour laquelle j'insiste de nouveau sur cette force de notre équipe d'analystes. Ce sont des échanges réguliers avec les directeurs financiers, avec les opérationnels. Nous allons éplucher les rapports annuels et faire nos remarques et essayer de faire avancer les choses. Alors nous, on s'appuie en termes de critères de notation
notation, parce qu'effectivement, on ne va pas noter de la même façon une société dans le secteur industriel qu'une société dans le secteur de la tech. Donc on s'appuie, nous, sur les critères de notation du MSCI. Donc on travaille avec le MSCI comme fournisseur de données. Donc on utilise les mêmes critères de notation. Et en plus, nous avons ces échanges très réguliers avec les petites entreprises. Alors la fin de l'année 2021 approche, année particulièrement volatile pour les marchés européens, américains. Comment ça s'est traduit pour vous en termes de gestion? N'est pas évidente, j'imagine, parce qu'il y a eu des rotations sectorielles qui ont été assez fortes pour nos auditeurs. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez délaisser un secteur pour en acheter un autre, croissance versus cyclique. Comment ça s'est traduit pour vous? Alors ça a été une année, je pense, un petit peu plus compliquée en termes de gestion que l'année 2020, parce que pour rappel, l'année 2020, nous avions un biais très croissance dans nos portefeuilles avec une forte exposition au secteur de la tech et au secteur de la santé. Deux secteurs qui se sont très bien comportés en période de crise sanitaire qu'on a connue sur l'an dernier. Cette année, effectivement, il a fallu faire des choix beaucoup plus forts et beaucoup plus fréquents. Effectivement, on a assisté à des rotations sectorielles très très fortes. Je vous rappelle que la particularité d'Erasmus, c'est d'avoir une gestion qui est totalement blend, c'est-à-dire qu'on n'a pas de biais structurel au sein de notre gestion. Les biais que nous allons instaurer dans les fonds seront directement issus de notre analyse du cycle macroéconomique. Donc on a cette volonté de fréquemment s'adapter au contexte économique et financier. Et c'est la raison pour laquelle dès la fin d'année dernière, nous avons rééquilibré nos portefeuilles avec croissance value. Donc on a conservé la partie croissance que nous avions l'an dernier avec le mégatrend que nous jouons, à savoir la digitalisation, qui continue à bien se comporter dans le contexte que nous connaissons. Par contre, nous avons augmenté notre poche value. Alors sur plusieurs points, sur des sociétés industrielles, je pense à des sociétés comme Basler, une société allemande, ou Hélène, une société italienne, qui ont eu des performances boursières très très fortes sur cette année et qui ont profité à nos portefeuilles. On parle de performances de plus de 100%. On se réintéresse également au secteur des loisirs, du tourisme. On parle de secteurs qui n'ont pas encore retrouvé leur niveau d'activité d'avant-crise. Je pense à des sociétés comme Basic Fit, les salles de sport. Les salles de sport n'ont pas retrouvé leur niveau de fréquentation d'avant-crise. Je pense à des sociétés comme Elis, qu'on connaît beaucoup plus, qui travaillent énormément avec les hôtels. Donc il y a une activité qui est directement liée à la reprise du tourisme. Mais je pense aussi à des sociétés comme Beneteau, le fabricant de catamarans, sont des sociétés qui profitent petit à petit de la reprise du cycle et qui profitent à nos portefeuilles. Donc voilà, notre capacité à nous adapter au cycle fait finalement qu'on a des performances qui restent très très bonnes cette année, parce que sur nos 3 fonds actions, les performances depuis le début de l'année vont de 17 à 22%. Et pour rappel, notre portefeuille small cap avait déjà fait 30% l'an dernier. Donc voilà, c'est une réussite pour la gestion et c'est aussi ce qui explique le développement assez fort d'Erasmus Gestion, parce que j'en ai pas forcément parlé en préambule, mais Erasmus Gestion, d'ici la fin d'année, ça devrait être entre 650 et 700 millions d'euros d'actifs sous gestion, à savoir une augmentation de quasiment 100% en 2 ans. Voilà, on est très, très fiers de ces développements et on est d'autant plus fiers que ce développement se fait tout en conservant cette qualité de gestion et donc cette qualité de service apportée aux investisseurs. Et ça, on arrive à le faire, comme vous l'avez dit, en regardant les valeurs, en faisant du stock picking. C'est vraiment le métier d'une boîte de gestion, c'est faire du stock picking. C'est-à-dire on va regarder boîte par boîte, les caractéristiques, le secteur, regarder les axes de développement, et puis aussi les petites et les moyennes valeurs qu'on regarde assez peu. C'est vrai que parfois sont assez peu médiatisées. Vous regardez ces valeurs-là, et c'est là-dessus aussi où il y a de la performance aujourd'hui. Exactement, et face au succès et au développement de la gestion passive, effectivement, on considère que sur les petites et moyennes valeurs, la gestion active, la génération d'alpha est encore possible et la gestion active donc a de beaux jours devant elle. Si on continue à faire ce travail effectivement de sélection fine de valeurs, alors le stock picking est très important et c'est la raison pour laquelle nous avons une équipe de gestion très très étoffée pour la sélection de valeurs. Pour autant, on considère que la partie allocation d'actifs est également très importante. J'en parlais tout à l'heure, la répartition sectorielle, la répartition par zone géographique est au moins aussi importante que la sélection de valeurs chez Erasmus Gestion. Et donc voilà, on a vraiment cette volonté de pouvoir nous adapter quel que soit le contexte de marché. Alors là, vous l'avez dit, il y a quelques jours, vous avez eu le label ISR, Investissement socialement responsable pour vos fonds.
Quelles sont les prochaines étapes maintenant pour Erasmus Gestion? Alors les prochaines étapes, c'est de continuer à développer nos deux activités, et notamment la gestion privée, qui est une activité en fort développement chez Erasmus Gestion. La gestion privée, pour rappel, qui a été lancée il y a 3 ans de cela, aujourd'hui représente à peu près 300 millions d'euros d'actifs. Donc ça a été un développement assez fort. Pour rappel, notre volonté est vraiment de démocratiser la gestion sur mesure pour les investisseurs, que ce soit des investisseurs en direct ou au travers de nos partenaires CGP et Family Office. L'idée étant pour nous d'apporter vraiment un service haut de gamme à des investisseurs dont les actifs seraient compris entre 250 000 euros et 10 millions d'euros. Une branche de clientèle qui, à notre sens, est délaissée par les établissements de gestion de fortune, et on pense que nos partenaires CGP et Family Office ont vraiment un boulevard sur cette tranche de clientèle. Et nous avons donc vocation à les accompagner sur la gestion financière, avec notamment le recrutement de nombreux gérants privés sur les 3 dernières années. Oui, parce qu'on le rappelle, il y a la gestion collective, donc des fonds qui sont accessibles à tout le monde, entre guillemets, avec un ordre. On peut acheter depuis son PEA, son compte titre, un fonds Erasmus Gestion. Puis après, il y a la gestion privée, où là, du coup, on rencontre quelqu'un chez vous, et puis en fonction du profil, en fonction de l'horizon d'investissement, etc., là, on a une approche beaucoup plus personnalisée. C'est exactement ça. Donc, nos gérants privés qui représentent cette activité vont rencontrer nos partenaires, vont rencontrer les clients afin de mettre en place un cahier des charges avec nos investisseurs pour effectivement déterminer leur profil, déterminer leurs problématiques, déterminer leurs besoins, déterminer leur horizon d'investissement. Et ensuite, nous serons en mesure de leur proposer une allocation sur mesure, une allocation dédiée, qui sera bien sûr suivie au quotidien par nos gérants privés, avec des éléments de reporting et de communication très réguliers. Et concrètement, aujourd'hui, notre volonté, c'est vraiment de s'adapter aux besoins de chaque investisseur. Je prends souvent l'exemple de l'investisseur qui a passé une partie de sa carrière dans un grand groupe et qui souhaite conserver les titres de ce groupe au sein de son portefeuille. Nous serons en mesure de construire une allocation autour de cet investissement. L'idée étant vraiment de nous coller au plus près de ce que souhaite le client et de lui apporter vraiment cet accompagnement qui nous est cher et qui nous permet aujourd'hui chez Erasmus de poursuivre nos développements et encore une fois de rester indépendant dans un marché qui est en forte concentration. Voilà, notre volonté, c'est vraiment d'éviter impérativement cette industrialisation en cours de la distribution des produits financiers et du service financier apporté aux investisseurs. Et on en est très ravis pour le moment. Très clair. Merci beaucoup, Hakim. Hakim Souanev, donc directeur du développement de Erasmus Gestion, qui était avec nous dans le cadre de ce 3e sommet du BFM Patrimoine qui se tient le 25 novembre prochain au Carrousel du Louvre. BFM Business, spécial sommet BFM Patrimoine.